On va commencer donc la deuxième partie de ce moment ensemble avec vous. Donc, vous avez publié il y a quelques mois un essai où vous dénoncez l'inaction environnementale. Alors, l'inaction du et des gouvernements, mais de nous tous aussi, et surtout le rôle des effondreurs, hein, tels que vous les citez. Alors, autrement dit, moi je l'ai compris comme étant un livre qui tente d'expliquer ou qui pose des questions sur qui porte quelle responsabilité pour les désordres multiples qui secouent la planète depuis quelques années déjà. Alors votre livre donc, se veut un coup de gueule, hein, il s'appelle Colère. Il exprime une colère que je trouve malgré tout assez contenue dans le livre et encadrée L'éditeur est passé par là. Ouais, et encadré de traits d'humour. Oui, non, mais donc, et vous expliquez aussi que, que cette colère est une émotion qui est nécessaire, mais qui est plutôt mise au banc de nos sociétés actuelles, hein, je trouve. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, ma première question à moi, viendront celles j'ai ce privilège, viendront celles des autres participants. Alors, est-ce que vous nous conseillez de nous mettre en colère sans retenue et cette émotion doit-elle nous porter à l'action jusqu'à la désobéissance civile? C'est ma question. Alors, la réponse est sans retenue, non, et portée à l'action, oui. Le gros travail sur la colère, c'est que je me suis posé la question de savoir pourquoi la colère, qui est une émotion vitale, c'est quelque chose dont on a besoin, ça fait partie vraiment de notre package des émotions qui nous sauvent et qui nous aident à nous débrouiller, à être en interaction avec le monde. Pourquoi cette émotion-là était tellement mise de côté? Et pourquoi c'est une émotion avec laquelle on n'apprenait pas à travailler? Oui. Une émotion à la base, c'est ni mauvais ni bon. C'est une émotion, c'est la colère. Elle est faite pour nous faire aller de l'avant. Elle est faite pour faire en sorte qu'on se bouge quand on est face à des situations d'injustice. En soi, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais dans la colère, c'est quand elle dégénère en violence ou quand elle devient incontrôlable. Mais de ce point de vue-là, la tristesse ou la peur ne sont pas meilleures. La peur peut dégénérer en panique, la tristesse peut dégénérer en suicide. Donc en soi, ce n'est pas l'émotion qui est mauvaise. Et donc en tirant le fil, je suis allé un peu plus loin et je me suis rendu compte que vraisemblablement, si je sais pas comment dire, notre système voyait la colère aussi mal, c'est parce que surtout, il y voit une capacité, une possibilité de rébellion et de changer les choses. Et vous avez bien vu que quand il y a eu l'épisode des Gilets jaunes, tout de suite, on a essayé de les discréditer parce qu'ils se mettaient en colère, parce que la colère des Gilets jaunes et la colère du peuple, eh ben, elle est un petit peu méprisable. C'est quand même une émotion qui est un peu pour les ploucs. Et moi, j'essaye de me bagarrer contre ça. La colère n'est pas mauvaise, c'est ce qu'on en fait. Et dans certains cas, la colère est nécessaire. L'abbé Pierre disait qu'il fallait se révolter. Alors, il ne s'agit pas de se révolter, encore une fois, en cassant tout. Je tiens bien à préciser que la colère et la violence sont deux choses différentes. Mais je pense qu'il faut se mettre en colère pour passer à l'action. Pour agir. Ouais. Pour agir. C'est bien ce que j'ai retenu de votre livre. C'est ça. Le livre est appuyé sur… Il y a deux thèses. La première thèse, c'est qu'il faut se remettre en… Il faut écouter nos émotions. Parce que d'une certaine façon, ne pas écouter sa colère, c'est se priver d'une source d'information. On dit toujours que la colère est mauvaise conseillère. Moi, je pense le contraire. En fait, non, la colère, c'est une conseillère. Elle dit quelque chose. Après, c'est à nous de savoir l'interpréter. Donc, il faut se remettre en contact avec nos émotions. C'est le travail aussi de beaucoup de gens qui travaillent dans l'écologie et en psychologie, de se rendre compte que l'homme est de plus en plus souvent coupé de ses émotions et de sa partie naturelle, de sa propre nature. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est effectivement le travail sur les responsabilités, où il me semble, et c'est donc la deuxième thèse que je défends dans le bouquin, il me semble qu'on assiste à une sorte de socialisation des responsabilités. C'est-à-dire que les responsabilités sont envoyées à tout un chacun, sont envoyées aux petits. C'est ça. Donc, on est tous responsables, c'est vrai. Mais quand moi j'entends cette phrase, et je l'entends quand même très très souvent, nous sommes tous responsables de la crise écologique, je me dis toujours là il y a un piège, là il y a une arnaque, et l'arnaque c'est que nous sommes peut-être tous responsables, mais nous ne sommes pas tous également responsables de la crise écologique. Et cette idée de dire qu'on est tous responsables, c'est une idée de tous nous mettre au même niveau, c'est-à-dire vous Louisette au même niveau que le PDG de Total, moi Eric au même niveau que Jeff Bezos de Amazon, et c'est là qu'elle est l'arnaque.
Quelqu'un qui prend sa petite voiture pour aller bosser, qui fait son petit boulot dans son coin, n'a clairement pas les mêmes responsabilités par rapport à la crise écologique que des gens qui décident en toute connaissance de cause et en toute impunité de continuer à défoncer les forêts, l'environnement. Et je ne parle pas du petit mec qui va couper du bois dans la forêt au Burkina Non. Faso. Moi, je parle de Bolloré, je parle de grandes sociétés, de grandes compagnies qui, en toute connaissance de cause, puisque les rapports scientifiques s'accumulent, savent ce qu'ils sont en train de faire. Et je suis très étonné par la pudeur et la délicatesse avec laquelle nous n'accusons pas ces gens-là qui sont des criminels. Alors, justement, par rapport à ça, bon, vous avez 2 chapitres, si je ne me trompe, qui concernent l'information et les journalistes. Tout à fait. Donc, la question que j'avais notée pour ma part, est-ce que cette colère et l'incitation à l'action sont des outils et des valeurs pour les journalistes également? Est-ce que l'urgence climatique et celle qui pèse sur la biodiversité nous oblige à passer outre des barrières que nous pouvions nous imposer en tant que journalistes jusqu'alors, hein? Et est-ce que le journalisme dit engagé serait la norme en période de crise? J'avoue que je ne sais pas vraiment répondre à cette question. Moi, j'ai envie de dire, le premier combat du journaliste, c'est d'aller se bagarrer avec ses collègues. On a tous été dans des rédactions. Alors peut-être que les choses sont… Enfin non, je suis sûr que les choses sont en train de bouger. Il faut aller se bagarrer avec son rédacteur en chef. Il faut de temps en temps quitter la conférence de rédaction en claquant la porte. Il faut aller voir le directeur ou le responsable de la publicité, du magazine ou de la télé. Je crois qu'on a une vraie bagarre à commencer ou à continuer au sein même des rédacs. Moi, j'ai vu le nombre de fois où mes collègues ont haussé les épaules parce que je leur parlais de catastrophes climatiques, avec à la clé potentiellement des milliards de gens qui seraient touchés par ces catastrophes, avec donc des morts, des gens qui vont disparaître en mer, des gens qui vont être les tsunamis, les machins et tout ça. Et il y a un moment, je pense qu'en tant que journaliste, il faut cesser d'accepter le fait qu'on traîne l'environnement comme une simple rubrique au même titre que le TRC ou les résultats de la Formule 1. Donc voilà, il y a peut-être une bagarre à faire à ce niveau-là. Ensuite, comment traiter un sujet qui pour moi contient tous les autres? Effectivement, j'ai un petit peu répondu à la première question. Ouais. Est-ce qu'on doit être engagé? Quand il s'agit ni plus ni moins que de la survie de l'humanité, bien sûr qu'il faut être engagé, ouais. Ou alors il faut être complètement inconséquent pour se dire que c'est une rubrique comme les autres et que effectivement, pour moi, c'est la rubrique qui domine toutes les autres, y compris l'économie, puisqu'il n'y a pas d'économie sur une planète morte. Mais vous dites qu'il faut être, pour moi, je l'entends comme engagé sur le sujet, par le sujet qui effectivement englobe tous les autres. Moi, c'est ce que j'ai ressenti comme journaliste sur ces sujets-là, j'allais dire, depuis au moins 30 ans. Et il a toujours fallu se bagarrer au sein des rédactions. On est face à un risque, puisque bien sûr, moi, je ne peux pas vous prouver qu'il va y avoir un effondrement, mais on est face à un risque qui aujourd'hui est tellement important que ce risque-là, on ne peut pas le courir et que donc ça mérite qu'on se mette en colère. Mais je pense que les journalistes environnement n'ont pas vraiment besoin d'être convaincus de ça parce qu'ils le ressentent dans leur chair et il y en a beaucoup qui en souffrent. On fait partie avec les gens qui voient leurs conditions de vie directement abîmées par le changement de conditions climatiques. Au même titre que les victimes des catastrophes, on est avec les soignants, les catégories de personnes qui sont le plus, et avec les scientifiques, que je n'oublie pas, on fait partie des catégories de personnes qui sont le plus directement en contact avec la solastalgie, avec les problèmes psychologiques liés à ces changements, que parfois, malheureusement, on a l'impression d'être un peu les seuls à voir. Mais faut-il être engagé? Moi, oui, je réponds à cette question. C'est comme si vous me disiez en 1939-45, pardon pour le point Godwin, fallait-il être engagé ou fallait-il traiter les choses de façon parfaitement mesurée? Voilà, pour moi, la réponse ne fait aucun doute. Non, mais finalement, quand je me souviens du chapitre que vous consacrez aux journalistes, je pense que si on fait correctement notre travail, tel qu'on doit le faire, en respectant toutes les règles habituelles, effectivement, il y a des choses qui crèvent les yeux, quoi.
Voilà. Là, moi c'est ce qui m'a frappé. En fait, ce qui m'a conduit à l'écriture de ce livre, c'est que pendant très longtemps, je me suis posé la question de savoir, mais bon sang, mais toutes les informations sont disponibles, les Oui. scientifiques sont pendus par paquets de dizaines de milliers à la sonnette d'alarme, certains journalistes en parlent et une grande partie. Alors, la population, je ne peux pas lui en vouloir. Le grand public, ce n'est pas son boulot. Il a des choses à faire. Mais par contre, c'est le boulot des journalistes et c'est le boulot des politiques. Et eux, ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour voir, non pas l'avenir, mais en tout cas avertir sur les difficultés qui arrivent. Et il y a une grande partie de la population des journalistes et des hommes politiques qui ne fait rien du tout, qui n'a pas l'air de voir ce qui est en train de se passer. Et c'est une faute professionnelle. Mais après, ça s'explique aussi parce que les journalistes, les journaux et les médias font partie du système, que c'est peut-être même un des endroits dans lesquels le système est le plus fort. On voit très bien à qui appartient la presse et les chaînes de télévision et les médias en France et dans le monde. Voilà, tout ça est compliqué. Il faut arriver vraiment à comprendre ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, quand tout est flou, quand tout est compliqué, j'ai tendance à dire qu'il faut en revenir au basique. Et effectivement, le basique pour un journaliste, c'est d'ouvrir les yeux et c'est de regarder ce qui se passe autour de lui. S'il ne le fait pas, il y a un problème de faute professionnelle. Et pareil pour l'homme politique. Ouais. Alors, pour en revenir là à un commentaire, question, souscrivez-vous à l'idée qu'on ne pourra pas être efficace dans la protection de l'environnement sans remettre en cause le système capitaliste néolibéral actuel? Effectivement, c'est ce que Moi, vous écrivez. je suis pas. Enfin, si, j'ai des bonnes notions en économie, mais ça sort un petit peu de mon domaine de compétences. J'ai envie de répondre, je crains fort que oui. En tout Voilà. cas, je crains fort que ce système qui est tel qu'il est construit, avec cette volonté de croissance permanente, ça ne peut pas tenir. Donc, il faudrait peut-être faire appel à des politologues ou à des gens qui pourraient nous expliquer qu'un nouveau système. Parfois, là aussi, je retourne au basique et je me dis, mais toutes les grandes traditions de sagesse, qu'elles soient orientales, qu'elles soient occidentales, disent toujours que l'avidité, l'avarice, l'ubris, le désir d'avoir toujours plus, c'est quelque chose qui est fondamentalement mauvais. Nous, on a construit une civilisation dessus. Est-ce que notre système capitaliste, qui est quand même à la fin de vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, est-ce que, je veux dire, je ne sais même plus si c'est le verre qui est dans le fruit ou le fruit qui est dans le verre. Enfin voilà, peut-être que le capitalisme, je le crains fort, j'en suis quasiment persuadé, est par nature un peu, comment dire, il a son péché originel qu'il construit, qui est que est-ce qu'on va pouvoir tenir sur notre planète avec un système qui met en avant le fait de toujours vouloir plus, 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 s'enrichir, la compétition, battre les autres, gagner des parts de marché. Ouais, Je crois que la réponse est dans la question. en partie. Donc finalement, vous, dans votre livre, vous semblez aussi dire que l'on s'attend à un effondrement. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que ce ne sont pas une série de catastrophes diverses qui ont déjà commencé d'ailleurs, hein, et qui vont se poursuivre? Alors, de quel effondrement parlez-vous? Alors moi, il y a un effondrement qui me fait beaucoup rire que j'appelle l'effondrement attaque de zombies. C'est celui qu'on voit dans les films, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tout a changé et d'un seul coup, il faut se battre contre son voisin avec une hache et un truc. Bref, le scénario de film d'horreur, moi, j'y crois pas. L'effondrement, on est dedans. La crise du Covid, elle fait complètement partie de l'effondrement. Il était évident qu'à force de mélanger des animaux qui vont pas ensemble dans des marchés pourris à Wuhan ou à construire des bidonvilles dans des zones où il y a des virus parce qu'avant, il y avait de la forêt. Bon, bref, ce qu'on fait à la nature, c'est évident que ça va produire ce genre de choses. Donc pour moi, l'effondrement, on est dedans. C'est une crise qui ne va pas finir. C'est plutôt comme ça que je la vois. Donc effectivement, le terme d'effondrement fait vraiment penser à quand un immeuble s'effondre, il s'effondre d'un coup, il ne C'est s'effondre pas en ça. 10 ans. Donc là, oui, moi je crois plutôt à un effondrement progressif et je pense qu'on est dedans. Ouais. Et alors, quelles sont les solutions? Je reste très. En ce moment, je suis en train de travailler sur les algues. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec les algues. On peut fabriquer du plastique, on peut faire des puits de carbone, on peut fabriquer de l'engrais, on peut fabriquer de la nourriture pour les animaux.
On peut fabriquer de la nourriture pour les humains, on peut créer de l'emploi sur le bord des mers. Enfin bref, on va trouver des choses, forcément on va trouver Ouais. Mais surtout, la vraie question, c'est est-ce que ça n'aurait pas été plus intelligent d'éviter ça avant? C'était ça la question. Bien Et sûr, mais puis on ne va pas notre remonter le monde temps. souffre aujourd'hui quand même de problèmes qui sont tellement gros comme le nez au milieu de la figure que c'est étonnant quand même que nos chers dirigeants ou nos chers journalistes, enfin, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à débloquer la population, la situation. La situation. La situation, là, je vois une question, finalement, les nombreuses études qui démontrent que les 1% les plus riches polluent incomparablement Mhm. toutes les autres. Bah oui, c'est évident, ouais. Ben Il oui. y a un chapitre du livre qui s'appelle Pourquoi les riches détruisent Mhm. la planète, en référence au fameux Oui. livre d'Hervé Kempf. Oui, c'est évident. Pourquoi on ne change pas ces trucs-là? Les inégalités, c'est gros. On le sait, ça ne sert à rien que des gens, que 60 personnes qui tiennent dans un bus possèdent plus que la moitié de l'humanité. C'est complètement délirant. Mais enfin, Et je pense que un gamin dans 100 ans, je ne sais pas, quand on regarde le Moyen-Âge, qu'on se dit, oh là là, à l'époque, comme les gens étaient malheureux, c'est eux, s'ils nous voyaient aujourd'hui, ils se foutraient de notre gueule en disant, mais vous vous êtes vus, vous avez 60 personnes qui possèdent la moitié de la planète. C'est du délire, c'est complètement dingue. peut-être que Abdelaziz peut, lui, à sa façon, aussi parler des inégalités. Hein. Au Burkina, il y a toujours cette culture, si je peux dire ancestrale, qui limite un peu l'accès des femmes à la terre. Et dans nos sociétés africaines, on sait que la femme contribue beaucoup à la protection de l'environnement. Ouais. Et si elles n'ont pas accès à la terre, je suis Mhm. qu'elles ne vont pas aussi mettre la main à la pâte. Donc, vraiment, les inégalités contribuent beaucoup Ouais. à cette situation-là. Alors ça, c'est effectivement une première inégalité criante de genre. Ça aussi, c'est gros comme le nez, comme le nez au milieu de la figure. Moi, j'ai passé une partie de comme je le dis dans le bouquin, j'ai deux causes qui ont été importantes dans ma vie. La première, c'est le féminisme. La deuxième, c'est l'environnement. Et effectivement, il y a un moment où les deux se rejoignent. Il est clair que si on veut arriver à s'en sortir avec le moins de dégâts possible, il va falloir assez rapidement faire bouger les choses sur ces deux aspects-là. Et il est clair que, je ne vais même pas dire les femmes, le fait que la moitié de l'humanité soit tenue dans une situation inférieure à l'autre moitié pour des raisons qui sont complètement crétines, ne va pas nous aider à améliorer, à améliorer les choses. Ensuite, il y avait une réponse à laquelle une question à laquelle je voulais répondre. Alors, c'est à propos de l'exonération des responsabilités individuelles. Ouais. Alors, il est bien évident que non, il faut continuer à trier ses déchets, il faut continuer à fermer le robinet quand on se brosse les dents, mais j'ai consacré toute une partie Ouais, c'est ça. du livre à me moquer des éco-gestes, non pas pour ce qu'ils sont, parce qu'effectivement, trier ses poubelles, j'ai rien à dire, mais pour ce qu'ils ont représenté, comment dire, les éco-gestes, à une époque, ont été des outils politiques qui ont permis de renvoyer la responsabilité vers le grand public. Mhm. C'est-à-dire que c'est très bien de couper l'eau quand vous vous brossez les dents, sauf qu'on oublie que 90% de l'eau potable dans le monde est utilisée, voire dans certains cas gaspillée, par l'industrie à 20%, je crois, et par l'agriculture à donc 70%. Le compte y est 70, 20, ouais, c'est ça. Donc, c'est bien sympa de couper l'eau quand vous brossez les dents, mais en même temps, si on ne fait rien pour diminuer la consommation de l'agriculture ou la réguler tout au moins, ou celle de l'industrie, tous ces petits gestes ne sont destinés qu'à une chose, c'est à renvoyer la culpabilité sur le grand public. Donc, moi, je suis toujours extrêmement méfiant. Donc, ma réponse est clairement oui, il faut continuer à faire des trucs, il faut continuer à bouger, mais ne croyons pas, et ça, j'en suis convaincu, qu'on va s'en sortir avec des gestes individuels. L'individualisme, c'est ce qui nous tue. Donc, c'est la volonté du système de nous laisser croire qu'il ne faut surtout pas taper sur les méchants, qu'il ne faut surtout pas demander de compte aux hommes politiques, qu'il ne faut pas aller embêter le patron de Total, parce qu'en fait, d'une certaine façon, on va s'en sortir parce que Guillaume, Sanga et vous-même, vous allez faire des petits gestes et comme ça va être super. Et vous comprenez,
eh ben, nous, les hommes politiques, on ne va rien faire, on ne va pas tenir nos promesses, on ne va pas prendre de mesures contraignantes, parce que c'est vous, les petits citoyens, qui êtes responsables de la situation. D'ailleurs, eh ben, les chômeurs, ils sont responsables de leur chômage, les malades, ils sont responsables de leur maladie. Et en fait, tout est de la responsabilité des victimes. Et ça, c'est un truc qu'on connaît très bien en termes de politique et de néolibéralisme. Ça s'appelle la victimisation non, la culpabilisation des victimes. Et on retrouve ce phénomène dans le monde de l'environnement. C'est-à-dire que c'est les gens, les petits, les machins, qui doivent faire les efforts. Pendant que, au sommet de l'échelle, on continue à s'en mettre plein les poches et à ne prendre aucune mesure. Donc là-haut, on voyage en jet, et puis en bas, on vous dit bah, attention, c'est de votre faute quand même si ça se passe mal. Voilà. Et même quand on réunit une convention citoyenne à qui on promet de respecter ses propositions, on n'avance pas beaucoup. Ben non, parce que puis au bout d'un moment, c'est des activistes. Enfin, on emploie volontairement. Enfin, Macron, il est très fort pour employer un langage qui va discréditer les membres de la Convention citoyenne. Et puis, c'est pas eux qui décident. Et puis, enfin, bon, bref, c'est un homme politique, comme beaucoup d'autres. J'ai l'impression que le rapport entre la parole, entre ce qui est dit et ce qui est fait, bref, ça, c'est un peu un autre sujet. Mais en tout cas, on retrouve, une fois qu'on a compris ce système. Je pense que tout le monde ici connaît le système de privatisation des profits et de socialisation des pertes que beaucoup d'entreprises et d'industries appliquent depuis quelques années. C'est-à-dire quand il y a de l'argent à gagner, typiquement les banques, eh ben, on le gagne pour soi. Et puis quand il y a des ennuis et qu'on se casse la figure, eh ben, on fait payer ça par les impôts, par l'État ou par la collectivité. Et ben, c'est pareil pour les responsabilités. C'est-à-dire que quand il s'agit de couper une forêt et de prendre de l'argent, eh ben, on va garder l'argent pour soi. Et puis le jour où la forêt est coupée, on dit ah bah, c'est un peu la faute de chacun parce que vous comprenez, vous utilisez des allumettes ou vous utilisez du papier. Bah, si on a coupé la forêt, alors c'est de votre faute. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on a compris ce schéma-là, on le retrouve de partout. Et je pense que c'est un schéma, comment dire, c'est quelque chose qui est délibéré, ça marche très bien. Et il y a beaucoup de gens, moi je suis surpris, j'ai beaucoup de gens autour de moi, des écolos assez militants, qui me sortent le truc, qui me disent non mais Eric, tu comprends, il ne faut pas toujours accuser les autres, on est quand même responsable. Voilà, on se frappe, on se fouette et tout est de notre faute. Je pense que les leviers, ils sont au niveau du système médiatique. Je pense que les leviers ils sont bien entendus au niveau du système politique. Je pense qu'il y a un énorme levier qui est de réguler immédiatement, très vite et très fort la publicité, parce que nous sommes des humains, nous recevons des informations, et quand vous avez chaque jour des centaines et des centaines d'informations qui vous disent « achète la voiture, achète à manger, achète du coca, fais ci, fais ça, et la vie elle est comme ci, et tu dois montrer que… » Et à côté de ça, une pauvre petite information qui vous dit « attention, il faut trier les déchets et faire du compost », votre cerveau, il est normal qu'en ayant d'un côté une tonne et de l'autre côté un gramme, eh bien, il va donner plus de poids à la tonne d'information qu'au petit gramme d'information. Donc, à partir de là, je pense qu'il faudrait déjà la publicité, le système médiatique publicitaire sur lequel les médias sont appuyés, fait passer beaucoup d'infos complètement délétères et continue, en fait, pousse une grande partie du public, et on est tous victimes de la publicité, dans la mauvaise direction. Donc déjà, on pourrait commencer par là. Et je ne suis même pas en plus convaincu qu'on perdrait beaucoup d'argent, puisque la publicité, c'est quand même un système, même économiquement, je ne suis même pas certain qu'à la fin, on perdrait tant d'emplois que ça. Mais voilà un premier levier pour que, si on veut arrêter la propagande, commençons par la publicité. En conclusion de votre ouvrage, vous donnez une série de conseils, malgré tout, à tout un chacun, à titre individuel. Donc, qui ne contredisent pas tout à fait ce que vous venez de défendre, mais… Alors, ce que je dis, j'ai du mal au début, je ne voulais pas donner de conseils, et puis mon éditeur, il m'a obligé. Je ne voulais pas donner de conseils parce qu'au départ, je voulais juste faire un coup de gueule. Alors, je voudrais rassurer les gens qui peut-être se disent « Oh là là, j'ai pas très envie de lire ce livre, ça va gueuler de partout ». En fait, j'ai essayé plutôt de faire un livre drôle et qui fait du bien. Voilà, un bon coup de gueule. C'est pas si méchant que ça. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une colère où on va tout casser. Il s'agit plutôt d'une colère un peu froide, d'une colère un peu drôle. Il s'agit en fait de la colère de l'abbé Pierre.
qui était quand même pas c'était pas un tueur en série, hein, c'était quelqu'un de très posé, mais qui disait si vous ne ressentez pas de colère quand vous voyez les autres se faire exploiter, humilier, c'est que vous ne les aimez pas. Et je suis pas loin de partager ce qu'il pense, parce qu'effectivement, il y a un moment où notre colère, aujourd'hui, la colère, elle n'est pas, comment dire, on n'a pas le droit à la colère. Pour moi, on a quasiment un devoir de colère. On a un devoir de se mettre en colère et de dire, mais mince, bordel, il y en a marre, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez bien vu les études scientifiques, vous voyez bien ce qui est en train de se passer. Pourquoi on continue comme ça? On a le devoir de se mettre en colère. Et bon, bref, donc tout ça pour dire que le livre, j'ai essayé de le faire plutôt rigolo et plutôt facile à lire. Et que sur la fin, effectivement, j'essaye de donner des conseils. Et le premier conseil que je donne, c'est regarder où vous avez les pieds et où vous habitez et quel est votre environnement. Ça ne sert à rien. Alors, si, ça sert toujours, mais j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux commencer à se préoccuper de l'air, des ordures et de l'écosystème qu'on a autour de soi, y compris en ville, parce que c'est là qu'on va être le plus fort. C'est en ayant les pieds ancrés dans sa terre, y compris en ville au 5e étage. C'est en commençant par travailler sur cet environnement-là, localement, qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Donc, inscrivez-vous à des associations, inscrivez-vous dans des associations de quartier, inscrivez-vous dans des trucs qui sont près de chez vous, montez un espèce de truc avec votre voisin. Je crois qu'il faut commencer petit. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de super associations et d'ONG qui n'attendent que nous. Si on n'a pas envie de se bouger les fesses, ça peut arriver et qu'on a de l'argent, eh ben on peut le donner à Greenpeace, on peut le donner à Sea Shepherd, on peut le donner aux Amis de la Terre, on peut le donner au truc de… L'idée, c'est de faire un premier pas. C'est d'y aller, ça ne sert à rien. Tout le monde n'a peut-être pas la capacité d'aller habiter comme vous l'avez fait dans la Drôme ou de changer complètement de vie. Faisons les choses là où on est. Moi, c'est ça que je dis aux gens. Soyez paresseux, faites simple, faites un truc tout petit à côté de chez vous pour commencer. Et peut-être ça vous donnera envie de faire un deuxième truc, un troisième truc. Et même si vous ne voulez rien faire, envoyez 5 € à une ONG, même 5 €, multiplié par 60 millions, ça fait vite des sous, quoi. Voilà. Donc moi, je suis vraiment pour on commence, on pense, on agit localement et on pense globalement. En gros, c'est ça. Et surtout, on est fort, on peut changer le monde quand on garde les pieds là où on est, quand on s'appuie sur son propre sol, son propre environnement. Voilà. Eh bien, on peut peut-être s'arrêter sur ces mots-là. Merci Eric Lablanche. Merci à vous. Et bravo aux lauréats. Ouais, c'est ce que j'allais leur répéter à nouveau. Donc, bravo à Abdelaziz Nabaloum et à Guillaume Pajot. Merci. Bravo Eric. pour votre travail. Et puis donc, le Club de la presse en Drôme et en Ardèche, comme d'autres associations de journalistes, eh bien, localement, on essaie de faire notre travail et de soutenir les collègues d'ici et d'ailleurs à faire également leur travail. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir participé.